Ce type-là, c'est moi. Wyatt Earp, le vaurien le plus coriace de tout l'Ouest. Et à cet instant précis, je suis en plein cœur de ce qu'allait devenir la fusillade la plus célèbre de toute l'histoire. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. La fusillade d'Oke Corral. Et voici ce que vous ne savez probablement pas. Cette fusillade n'était pas la fin de l'histoire. Oh, que non. C'était seulement le début. Après ça, toute ma famille a été prise pour cible. Un à un, ils ont été tués en représailles. Et moi, j'ai été consumé par une seule chose. La vengeance. J'allais tous les descendre, un par un. Ce qui n'était qu'une querelle de petite ville est devenue une affaire nationale. Si grave que même le président des États-Unis a senti qu'il devait intervenir. Les tensions étaient telles qu'on était à deux doigts d'une nouvelle guerre civile. Une guerre dont personne ne parle. Et pourtant, elle allait décider de l'avenir de l'Ouest. Et d'une certaine manière, de l'avenir de toute l'Amérique. J'ai jamais vraiment appartenu à un endroit. Je suis né à Monmouth, dans l'Illinois, le 19 mars 1848. Mon père, Nicholas Earp, et ma mère, Virginia Cooksey, ont eu 8 enfants. J'étais le 3e. Il y avait eu James, Virgil, Martha, moi, Morgan, Warren, Virginia Ann et Adelia. Et Martha et Virginia Ann sont mortes jeunes, emportées avant même d'avoir eu la chance de vivre. Mon père avait déjà un fils, Newton, mon demi-frère, né d'un premier mariage. Sa première femme était morte, et avec elle, une part de stabilité que, je pense, il n'a jamais retrouvée. Mon père, c'était un homme qui ne tenait pas en place. Il nous a traînés d'un bout à l'autre du pays, de l'Illinois à l'Iowa, du Missouri à la Californie, puis de retour pour finalement repartir encore. Toujours en mouvement, toujours à fuir quelque chose. Certains diraient que mon père était haut en couleur, un homme plus grand que nature. Mais pour être honnête, il n'était rien d'autre qu'un bon à rien. Il ne payait jamais ses dettes, il noyait ses démons dans l'alcool. Et souvent, il se transformait en tyran, impitoyable. Être le fils de Nicholas Earp, ce n'était pas une bénédiction. C'était un fardeau qui pesait lourd sur nos épaules. C'est cette douleur qui a soudé mes frères et moi, plus que tout. Lorsque la guerre de sécession éclata en 1861, Virgil et James partirent combattre pour l'Union. Quant à moi, j'avais à peine 13 ans. J'étais prêt à tout pour les suivre, à affronter le feu à leur côté et à faire ma part. Mais mon père décida que j'étais trop jeune et que je devais rester. Je lui donc resté prisonnier de son refus. Pendant ces années sombres, j'ai appris à veiller sur mon petit frère, Morgan. Je l'ai vu grandir, mais je peux vous dire une chose, il était différent. Morgan était ouvert, chaleureux, capable de s'attirer la sympathie de n'importe qui. Il savait parler, briser les murs entre les gens. Moi, c'était tout l'inverse. J'étais plus fermé, plus sombre. Je ne riais pas. Je n'avais pas ce don d'aller vers les autres. Je restais en retrait, j'observais, je me méfiais. Puis en mai 1864, encore un départ. Mon père a levé une caravane, et cette fois-ci, on visait l'ouest. 3 familles nous accompagnaient, les Rousseau, les Curtis, les Hamilton, et nous, les Earp. Ensemble, nous avons affronté les étendues sauvages, la poussière, les obstacles et les silences. Après des mois de route, nous avons finalement atteint San Bernardino, en Californie. Je ne le savais pas encore, mais cette traversée en a laissé une empreinte durable. Elle forgeait en moi un caractère de nomade, un homme fait pour la route, jamais vraiment enraciné, ni tout à fait à sa place nulle part. Le temps de poser nos maigres valises, une autre nouvelle est venue bouleverser l'ordre du monde.
Quelques mois plus tard, la reddition des Confédérés à Appomattox mettait officiellement fin à la guerre. Cette victoire dépassait largement le cadre militaire. Elle marquait le début d'un bouleversement national. La machine industrielle lancée par le conflit, l'énorme appareil du gouvernement fédéral, les vagues d'immigrants qui déferlaient sans relâche. Toute cette force, ce souffle colossal qui avait permis à l'Union de l'emporter, se tournait désormais vers l'Ouest. Et c'est à partir de là que tout a changé. La victoire de l'Union, ce n'était pas seulement celle des armes. Elle incarnait aussi l'ordre, l'intégration, le progrès. Une nouvelle idée prenait forme, celle de dompter l'Ouest, de le civiliser, de le soumettre aux lois du Nord. Et moi, j'étais là, au tout début. Pas encore un homme, mais déjà témoin de la fin d'un monde. D'un monde balayé pour faire place à autre chose, de plus rapide, de plus organisé, mais surtout de plus brutal. Alors, à 17 ans, j'ai quitté la maison. Sans plan, sans destination, juste moi, ma selle et l'Ouest qui s'ouvraient devant moi comme une promesse silencieuse. C'était le commencement de l'expansion. L'Amérique tendait ses longues mains avides vers les plaines, les montagnes, les déserts. Et comme des milliers d'autres jeunes sans racines, sans attache, j'ai vu là une opportunité, une terre à prendre, une vie à construire. Et ce que nous ne savions pas encore, aucun de nous, c'est à quel point tout allait changer. Et à quel prix. Car l'Ouest, ce n'était pas qu'une frontière. C'était un champ de bataille. Une collision entre les rêves d'hommes libres et la réalité brute du territoire. Et moi, comme tant d'autres, j'allais en porter les cicatrices. Je ne cherchais pas la guerre. Mais elle allait finir par me trouver. Et à partir de là, plus rien ne serait simple. Plus rien ne serait innocent. Suite à mon départ, j'ai traversé plusieurs villes qu'on appelait les Hell on Wheels. Des villes de fortune qui poussaient comme des champignons devant l'avancée du chemin de fer de l'Union Pacific. C'était des endroits durs, peuplés de joueurs, de tenanciers, de saloons, de prostituées et de toute une faune de prédateurs qui vivaient sur le dos des ouvriers du rail. J'ai passé des années dans ces camps, à voir le pire comme le meilleur de ce que l'Ouest avait à offrir. En 1869, j'avais 21 ans, déjà bien endurci par cette vie de labeur et d'errance. J'avais traversé le continent, trimballé des marchandises, posé des rails pour le chemin de fer transcontinental. Cette même année, j'ai rejoint mes frères Virgil et Morgan chez notre père, à Lamar, dans le Missouri. Pour la première fois, j'ai tenté de poser mes valises, de mener une existence plus stable. Je suis devenu constable de la ville. Et c'est là que j'ai rencontré Urilla Sutherland, la fille du propriétaire d'un hôtel local. Elle était belle, douce, et je crois que j'étais prêt à changer pour elle. Mon poste me donnait un semblant de respectabilité, et j'arrondissais les angles en logeant mes prisonniers dans l'hôtel de son père. On s'est mariés au début de 1870, et à l'été, elle attendait notre enfant. On avait acheté un terrain à la sortie de la ville, on rêvait d'une petite maison, d'une vie simple, loin du vacarme et des bagarres de l'Ouest. Et ce rêve n'a pas duré. Quelques mois plus tard, Urilla est tombée malade, un typhoïde, et avec elle, notre enfant. En une poignée de jours, j'ai tout perdu. Elle, le bébé, et tout ce que j'essayais de devenir. Je me suis éteint. Et dans ce vide, j'ai replongé dans ce que je connaissais trop bien. Les saloons, les cartes, les bordels. Le genre d'endroit où personne ne vous demande comment vous allez. En un rien de temps, je me suis retrouvé en prison, accusé de vol de chevaux en territoire indien. Je ne comptais pas moisir dans une cellule. Une nuit, j'ai grimpé par le toit et pris la fuite. Direction Peoria, dans l'Illinois. Là-bas, j'ai pas fait mieux. 3 arrestations liées à la prostitution.
Est-ce que j'étais un macro? Je ne sais pas. Disons que j'étais plutôt un homme de main. Quand un client faisait des problèmes, je m'occupais de lui, sans faire dans la dentelle. Je vivais dans une chambre étroite, sur un bordel flottant, sur la rivière Illinois. Ma compagne du moment, que certains appelaient ma femme, mordait son corps pendant que je tuais le temps, faute de savoir faire autre chose. Je n'avais plus de métier, plus d'objectif. Alors, quand mon frère James a ouvert un bordel à Wichita, j'ai suivi. C'était une évidence. Ah, Wichita. Comment dire ça? Wichita n'était pas une ville. C'était une plaie ouverte. Un endroit pourri, plein de cow-boys crasseux qui, après des mois sur les pistes, venaient s'y défouler. Bordel, saloon, bagarre, fusillade, tout y passait. Il y avait même un panneau qui disait « Everything goes in Wichita ». Croyez-moi, ce n'était pas une blague. C'était un endroit idéal pour un gars comme moi, en quête de boulot. L'été, j'étais payé pour calmer les points trop légers et sortir les ivrognes des bordels. Mais à l'automne, tout s'arrêtait net. Plus de cowboys, plus de bagarres, juste le vide. Et c'est à ce moment-là, en octobre 1874, que tout a commencé à changer. Un officier de police de Wichita, en congé, m'a demandé un coup de main pour retrouver une charrette volée. On a pisté les voleurs, on les a confrontés, armes à la main, et on a ramené la charrette à son propriétaire. Cette arrestation a fait tellement de bruit que l'histoire a atterri dans le Wichita Eagle. Et pour la première fois depuis longtemps, on parlait de moi en bien. Ce jour-là, j'ai senti que quelque chose pouvait peut-être changer. Pour la première fois depuis la mort d'Orilla, j'étais de l'autre côté. Je suis devenu accro. Chaque été, je reprenais du service comme adjoint du marshal. D'abord à Wichita, puis à Dodge City, un peu plus loin sur la carte, mais toujours au milieu du tumulte. Être homme de loi dans ces endroits, c'est pas ce que vous imaginez. Mon boulot, c'était pas d'arrêter les criminels ou de faire respecter la loi à la lettre. Non. Mon vrai boulot, c'était d'éviter que les cowboys ne fassent trop de conneries. C'était de les laisser boire, jouer, courir les filles, sans qu'ils se tuent ou qu'ils crament la ville. Fallait qu'ils survivent jusqu'au matin pour pouvoir dépenser leur paye un jour de plus. C'était ça, le vrai maintien de l'ordre à Dodge City. Et pour ça, j'avais pas besoin de tir à tout va. Pas de duel, pas de poudre dans les yeux. Quand un gars se mettait à faire le malin, je lui offrais une bonne claque sur le crâne avec le canon de mon Colt. Mais la plupart du temps, ça suffisait. Pourtant, il y a eu cette fois-là. Juste une fois, où j'ai dû tuer. Tout a basculé par une nuit de juillet 1878. Dodge City, comme souvent, ne dormait jamais vraiment, surtout pas à 3 heures du matin. C'est alors que ce groupe de Texans ivres est passé à cheval dans le théâtre de la comique et, sans prévenir, a arrosé la façade de balles. Face à cette attaque soudaine, moi et quelques autres, on a riposté dans la foulée. Ils ont filé dans la nuit, mais en partant, ils nous ont laissé une trace sombre. L'un d'eux ne s'est jamais relevé. Le lendemain matin, l'histoire s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. La National Police Gazette en a fait tout un article. Ils ont rajouté, bien sûr, ils adoraient ça, l'image du justicier de l'Ouest, du héros au regard d'acier. En parcourant ces lignes, une pensée m'a traversé l'esprit. Peut-être que j'étais enfin devenu quelqu'un. C'est là que quelque chose avait changé en moi. Là que j'avais commencé à me voir autrement. Pas comme un vagabond, un videur ou un joueur, mais comme un homme respectable, un symbole d'ordre et de stabilité. Désormais, les gens me regardaient sans méfiance. Ils me saluaient dans la rue. Peu à peu, j'ai laissé ce regard nouveau m'imprégner. J'ai commencé à y croire. J'ai compris que je voulais ça. Pourtant, une vérité plus crue s'est vite imposée à moi. Avec le temps, j'ai compris que le respect des gens ne mettait pas de pain sur la table. D'autant que j'avais vu l'argent circuler à flot dans les mains des barons du bétail. Cette richesse ostentatoire m'a rongé, jour après jour,
J'étais fatigué d'être celui qui ouvrait la porte, pas celui qu'on invitait à entrer. Alors, une conviction s'est ancrée en moi. Je voulais ma part. C'est dans ce tourment que la lettre de Virgil est arrivée. Dedans, il parlait d'un filon d'argent gigantesque tout au sud-ouest, dans un coin paumé de désert en Arizona. Mais soudain, tout prenait un sens nouveau. Un nouveau départ m'attendait. Et cette fois, j'en étais certain. Je comptais bien ne pas le laisser filer. À l'automne 1879, j'ai refait mes bagages, encore une fois, et j'ai traversé le pays pour rejoindre mes frères. Destination, Tombstone, le dernier né des boomtowns de l'Ouest. À entendre ce nom, la pierre tombale, on aurait cru à une sinistre plaisanterie. Je m'attendais presque à trouver un champ de croix sous le soleil de l'Arizona. Mais en arrivant sur place, le choc fut total. Ce que j'ai trouvé là-bas était tout sauf un cimetière. Quand on pense à une ville de l'Ouest, on imagine un coin paumé, sec, poussiéreux, sans foi ni loi. Un décor de vieux films avec des chiens errants et des pendus qui balancent au vent. Tombstone, c'était pas ça. C'était un joyau en plein désert. Une oasis de culture et de raffinement. Il y avait des bibliothèques, des librairies, des salons de lecture. Même un bar à huîtres, si vous pouvez le croire. Des huîtres, en plein Arizona. Ça vous donne une idée du genre d'endroit que c'était. Mais toute cette richesse, ce confort, cette exubérance n'avait qu'une seule et unique origine. L'argent. Pas celui qu'on gagne, non. Celui qu'on extrait. Près de 1000 tonnes d'argent dormaient dans les collines autour de Tombstone. De quoi faire tourner les têtes. Les prospecteurs, les rêveurs, les crapules, les commerçants, les banquiers, les étrangers venus d'Angleterre, de Chine, d'Amérique du Sud. Tout le monde affluait, les poches vides et les yeux pleins d'illusions. Tombstone voulait se rêver en grande cité de l'Ouest. Et, à bien des égards, elle l'était devenue. Il y avait des dames bien mises, des ministres du culte, des hommes de loi, des épouses tirées à 4 épingles, une élite victorienne qui posait les règles du bon goût et de la moralité. Mais derrière les vitrines élégantes, il y avait aussi la boue, la sueur, la peur, les armes, et tous ces types qui dormaient avec leurs bottes sous la tête et leurs revolvers dans la main. La ville était à la fois civilisée et brutale, raffinée et sauvage. Et tout cela tenait ensemble par un équilibre instable. Quand je suis arrivé, il n'y avait que quelques centaines d'âmes. 2 ans plus tard, on en comptait plus de 7000. Et moi, je n'avais jamais rien vu de tel. Des mets exotiques dans les restaurants, des plats français, des whiskies importés, des salons luxueux, une salle de bowling, et même un glacier sur la 4e rue. Oui, vous avez bien entendu. De la glace, dans le désert, en 1880. On vivait l'âge doré. L'Amérique se construisait à coups de dynamite et de dollars. Je vous le dis franchement, je n'avais plus envie de porter l'étoile. J'en avais eu ma dose au Kansas. Moi, je voulais gagner. Je voulais investir, monter un coup, trouver le bon filon avant les autres. C'était une nouvelle ruée. J'avais appris une chose. Pour gagner gros dans une ville comme Tombstone, fallait arriver tôt, frapper fort et ne rien laisser au hasard. Quand on est arrivé à Tombstone, ça faisait à peine 2 ans qu'on avait découvert de l'argent dans les collines. Et pourtant, on était déjà en retard. Les chercheurs solitaires des premiers jours, ceux qui creusaient avec leurs mains calleuses et leurs espoirs fous, avaient été balayés, remplacés par les compagnies minières tentaculaires, financées par des capitalistes de New York, San Francisco ou même Londres. C'était devenu une guerre industrielle. Et nous, les Earp, on était arrivés trop tard, sans capital, sans réseau, sans vrai plan. On avait débarqué avec 2 wagons qu'on comptait transformer en diligence.
Mais à peine le temps de s'installer que les concurrents ont commencé à saboter les attelages, à empoisonner les chevaux. Une vraie guerre de territoire. Et dans ce genre de guerre, celui qui n'a pas les moyens, vend. Alors on a vendu. Puis un jour, comme souvent dans ces coins-là, ils cherchaient quelqu'un pour monter sur la diligence avec un fusil à canon scié. Bonne paye, pas de question. Alors, sans bargouiner, on n'a pas réfléchi longtemps. Et voilà comment je me suis retrouvé, une fois de plus, à faire le job que je voulais éviter. Maintenir l'ordre, protéger les convois, affronter le danger. Pourtant, le destin semblait me tendre une autre perche. Quelques mois plus tard, à l'été 1880, l'occasion s'est présentée sous une forme plus officielle. On m'a proposé un poste de shérif adjoint dans le comté de Pima. Cette fois, c'était différent. Je me suis dit que le moment était venu de sortir définitivement de la boue et de reprendre le badge. Mais je n'avais pas prévu à quel point la politique de Tombstone pouvait être un champ de mine. Tombstone était divisé en deux. D'un côté, il y avait les habitants de la ville, pour la plupart républicains, qui travaillaient dans les mines. De l'autre, les éleveurs, farouchement démocrates, arrivés avant la ruée vers l'argent et qui se méfiaient profondément des nouveaux venus. Et entre les deux, il y avait les cowboys. Maintenant, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les cowboys. Oubliez John Wayne, les grands espaces et les chansons au coin du feu. Ici, cowboy était une insulte. C'était synonyme de bandit, de voleur de bétail, de tueur. Le genre de type qui préfère la gâchette à la poignée de main. Et croyez-moi, c'était pas une exagération. Là d'où je viens, le bœuf, c'est une viande. Ici, c'était une industrie. Une vache qui valait 3 $ au Texas pouvait en rapporter 60 à Chicago. Et quand la sécheresse et la maladie ont décimé les troupeaux au Texas, ces hors-la-loi se sont mis à voler du bétail au Mexique en masse. Personne ne disait rien. Du bœuf pas cher, c'est du bœuf. L'argent coulait à flot et les cowboys sont devenus une organisation. Une sorte de mafia du bétail. Et comme toute mafia, ils avaient leur parrain, Ike Clanton. Ike, c'était ce genre de type capable de vous offrir un verre un soir et de vous trancher la gorge le lendemain. Impossible à prévoir. Mais une chose était sûre, il aimait l'argent. Et il était prêt à tout pour en avoir plus. Et puis est venu le 15 mars 1881. Ce jour-là, certains de ces hommes ont attaqué une diligence chargée de 26 000 $ en argent. Ils ont descendu le conducteur et un passager et se sont volatilisés. Même dans l'Ouest sauvage, c'était un crime audacieux. Le genre de truc qui fait jaser, qui fait trembler. Quand la nouvelle m'est parvenue, je n'ai pas pu rester assis. Parce que l'un des morts, c'était Bud Philpott. Un ami proche, un type bien. Et là, ça devenait personnel. Je suis monté en selle, j'ai suivi les traces de chevaux pendant 3 jours à travers la poussière. Et ces traces m'ont conduit jusqu'à un ranch, où je suis tombé sur un certain Luther King. Il n'a pas résisté longtemps. Après l'avoir bien secoué, il a fini par cracher le morceau. Il faisait partie des braqueurs. Mieux encore, il a donné un nom. Billy Leonard. Maintenant, voilà le problème. Je n'avais jamais entendu parler de Billy Leonard. Donc si je voulais plus d'informations, je dois aller voir Ike Clanton. Je savais qu'il n'allait pas me livrer Billy sur un plat. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il cite Doc Holliday comme complice de l'attaque. Vous avez sûrement déjà entendu le nom de Doc Holliday. Mais je parie que vous ne connaissez pas la vraie histoire. Pour la plupart des gens, Doc, c'était un ivrogne, un joueur, un flingueur à moitié fou. Mais ce qu'ils ignoraient à Tombstone, ou ce qu'ils préféraient oublier, c'est que le Doc était vraiment un docteur. Un dentiste diplômé de Philadelphie, formé dans les meilleures écoles, issu d'une famille aisée en Géorgie. Il avait un bel avenir dans l'Est, des clients fortunés, une réputation prometteuse. Et puis la sentence est tombée. La tuberculose, ce qu'on appelait à l'époque la consumption. La maladie qui ronge les poumons, qui vous fait cracher du sang, qui vous pousse lentement vers la tombe.
Les médecins lui ont dit d'aller vers l'ouest, vers la chaleur sèche, vers l'air pur. Et aussi fou que ça puisse paraître, ils lui ont conseillé de boire du whisky pour calmer sa toux. Alors, quand Doc disait que le whisky était son remède, ce n'était pas une métaphore. Il le pensait vraiment. Et il en buvait beaucoup. C'est sans doute pour ça que les gens ont cru si facilement à la rumeur. Que Doc aurait participé au braquage de la diligence. Après tout, c'était un joueur, un homme imprévisible, à la gâchette facile. L'accusation semblait crédible. Mais ce n'est pas cette rumeur qui l'a mis dans le pétrin. C'est Kate Elder. Certains l'appelaient Big Nose Kate. On ne sait jamais si c'est à cause de son nez ou parce qu'elle avait le don de mettre le nez là où il ne fallait pas. Elle et Doc, c'était l'enfer et la passion. Le feu et la dynamite. Ils s'aimaient à s'en détruire. Et un soir, après une énième dispute, Kate a craqué. Par vengeance ou par pure folie, elle est allée voir un juge et a signé une déclaration sous serment. Elle a dit que Doc lui avait avoué le braquage. Par conséquent, le juge a ordonné l'arrestation. Et moi, je me suis retrouvé face à un dilemme impossible. Parce que Doc n'était pas juste un pote de beuverie. C'était mon meilleur ami, un frère d'armes. On s'était rencontrés à Dodge City, à l'époque où j'étais Deputy Marshal. Et un jour, il m'a sauvé la vie. Depuis ce moment-là, on avait un pacte tacite. Tu m'as sorti du trou, alors je serai loyal jusqu'au bout. Et je n'allais pas le laisser pendre pour un crime qu'il n'avait pas commis. Le problème, c'est que je savais déjà très bien qui était responsable. Billy Leonard et sa bande. Le seul témoin qu'on avait, Luther King, avait déjà été descendu par les cowboys pour avoir ouvert sa gueule. Et ceux qui savaient où était Billy, comme Ike Clanton, gardaient le silence. Soit par peur, soit parce qu'ils étaient mouillés jusqu'au cou. Le dossier était bloqué. Et ce n'était plus juste une affaire de diligence braquée ou de cadavres étendus sur la route. Non, ce qui se jouait, c'était beaucoup plus grand. Laissez-moi vous expliquer. 20 ans plus tôt, l'Amérique s'était déchirée de l'intérieur. La guerre de sécession avait coûté des centaines de milliers de vies et des millions de dollars. Tellement que le gouvernement avait dû emprunter massivement à l'étranger, surtout en Europe, pour tenir jusqu'à la victoire. Mais 16 ans plus tard, au début des années 1880, ce pays n'avait toujours pas remboursé sa dette. Cette dette de guerre, elle pesait lourd, très lourd. Dans les cercles bancaires, à New York ou Londres, on s'inquiétait sérieusement. Il fallait trouver un moyen de réduire ce fardeau financier, et vite. Alors, à Washington, quelqu'un a eu une idée de génie. Tout ce bel argent qui sortait du sol de l'Ouest, tout ce minerai d'argent de Tombstone, d'ailleurs, pourquoi ne pas l'utiliser pour rembourser la dette de guerre? Simple et efficace et dangereux. Parce que l'argent, c'est bien joli, mais encore faut-il pouvoir l'acheminer jusqu'à l'Est. Et pour ça, il n'y avait qu'un seul moyen. Les diligences de Wells Fargo, fondées par deux hommes, Henry Wells et William Fargo. Et voilà le hic. Si les attaques de diligence, comme celle qui avait coûté la vie à Bud Philpott, se multipliaient, le transport de l'argent serait compromis. Et si le transport s'arrêtait, les remboursements aussi. Voilà pourquoi le braquage de diligence est soudainement devenu une affaire d'État. Ça ne plaisait à personne, mais surtout pas au grand nom de la finance mondiale. Prince de Galles, Lord Rothschild, et même John Pierpont Morgan en personne. Je vous entends, mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi, avec Tombstone? La réponse tient en un mot, ou plutôt trois, chemin de fer. À l'époque, les chemins de fer représentaient environ 80% de la bourse américaine. C'était l'industrie centrale, le nerf de la guerre. Mais l'ensemble était mal géré, corrompu, au bord du gouffre. Et JP Morgan, lui, pensait qu'il pouvait sauver le système. Mais pour ça, il devait d'abord le posséder. Or, pour posséder les chemins de fer, il avait besoin de liquidités massives. Et seul Lord Rothschild à Londres pouvait fournir cet argent. Le problème, Rothschild trouvait l'Amérique trop instable, trop risquée, trop de meurtres, trop d'anarchie. Mais donc, chaque diligence braquée dans le désert d'Arizona venait saboter les efforts de Morgan à des milliers de kilomètres.
Voilà pourquoi cette affaire de braquage nous dépassait tous. Voilà pourquoi, en quelques jours à peine, une récompense colossale fut affichée dans l'Ouest. 6 000 $ pour la capture des voleurs. C'est là que j'ai vu une ouverture. Je suis allé droit voir Ike Clanton. Je connaissais son genre. Cupide, lâche et prêt à tout pour du fric. Alors je lui ai proposé un marché. 6 000 $. Tout ce qu'il avait à faire, c'était me livrer Billy Leonard. Et sans surprise, Ike a accepté. Il était prêt à trahir ses propres hommes si ça pouvait lui rapporter gros. Je le savais. Je l'avais anticipé. Il m'a donné l'endroit exact où trouver Leonard et sa bande. Et quand j'y suis arrivé, c'était trop tard. Un groupe de ranchers en colère, animés par la vengeance, les avait abattus avant moi. La chasse était terminée. Il restait un dernier problème. Doc Holliday. Il était toujours en prison, accusé à tort d'avoir participé au braquage. Heureusement pour lui, Kate Elder, après avoir cuvé sa rage, est revenue sur ses accusations. Elle a retiré son affidavit et Doc a été libéré. L'affaire était close. Justice avait été rendue. Enfin, presque. Parce que voilà, le pacte avec Ike n'était valable que si Billy Leonard était capturé vivant. Et maintenant qu'il était mort, plus un sou pour Clanton. Mais pire encore, Ike était convaincu que Doc était au courant de tout et qu'il parlait. Il devenait paranoïaque. Il pensait que tout le monde allait découvrir qu'il avait trahi ses propres hommes. Et dans ce monde-là, être un mouchard, c'est pire que la mort. Alors, Ike a bu. Toute la nuit. À se remplir de colère, de honte et de whisky. Et au matin, il s'est pointé en ville avec un 6 coups à la ceinture, menaçant de me tuer moi, Doc et tous ceux qui se mettraient en travers. Pour moi et mes frères, c'était juste Ike qui parlait sous l'alcool. Alors on l'a placé en cellule, histoire de lui faire passer la gueule de bois. Au matin, une fois le tribunal ouvert, le juge l'a condamné à 25 $ d'amende pour menace et lui a dit de quitter Tombstone. Mais Ike, il n'allait nulle part. Oh que non. Il avait, comme on dit, des affaires inachevées. « 26 octobre 1881. Ce matin-là, la dernière chose dont Ike Clanton avait besoin, c'était que son petit frère Billy vienne le sermonner. Billy était tout l'opposé de Ike. Calme, réfléchi, prudent. Un type qui pense avant d'agir. Du moins, c'est ce qu'il disait de lui-même. Mais aux yeux d'Ike, cette prétendue prudence n'était rien d'autre que de la lâcheté. Pourtant, Billy a fait ce qu'il fallait. Il a organisé un point de repli. Il a demandé à 4 des cowboys les plus redoutés de se rassembler à l'endroit où ils gardaient leurs chevaux, à Loquet Corral. Billy voulait juste sortir Ike de la ville, le faire disparaître quelques jours, le temps que les choses se calment. Mais Ike ne pensait plus droit. Il était convaincu que j'allais parler, que j'allais révéler à tout le monde qu'il m'avait vendu Billy Leonard. Et si les cowboys apprenaient qu'il avait balancé, il finirait comme Luther King, une balle dans le dos. Mais ce que Ike ne comprenait pas, c'est que personne n'avait rien dit. C'était tout dans sa tête. Il s'est mis à hurler, à traiter son frère de lâche, à crier qu'il allait rassembler ses hommes et qu'ils allaient descendre Doc Holliday et moi avec. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un habitant du coin avait tout entendu, et qu'il était déjà en route vers Virgile, mon frère, pour l'avertir de ce que Ike préparait. Alors nous n'avons pas attendu. Moi, Virgile et Morgan, on a pris nos armes. On est descendu dans la rue, direction le corral. En route, on est tombé sur Doc. Il a vu nos têtes, et sans rien demander, il nous a suivis. Et voilà, sans même vraiment le savoir, nous marchions vers ce qui allait devenir le duel le plus célèbre de tout l'Ouest américain. Maintenant, mettons une chose au clair. Ni moi, ni mes frères n'étions venus pour déclencher une fusillade. Notre but était simple, désarmer ces hommes, leur dire de quitter la ville, et que s'ils remettaient un pied à Tombstone armés, on ne leur parlerait plus. On tirerait.
Mais vous savez ce que c'est, ici. Dans l'Ouest sauvage, rien ne se passe jamais comme prévu. Non! Non, attends! Wyatt, me tue pas! Ne tue pas! Hey, dégage de là! C'était tout. Pas plus de 30 secondes. Une éternité de tension résolue en une poignée de coups de feu. Et pourtant, cette fusillade allait devenir la plus célèbre de toute l'histoire de l'Ouest. 30 secondes qui allaient tout changer. Pour moi, pour mes frères et pour l'Amérique. 3 cowboys étaient morts. Les frères Tom et Frank McLaury et Billy Clanton, le petit frère d'Ike Clanton. Virgil avait été touché à la jambe. Morgan grièvement blessé à l'épaule et Doc Holliday effleuré par une balle. Maintenant, vous pensez que nous nous en sommes sortis sans perte majeure. Mais laissez-moi vous dire qu'en 1881, une blessure par balle, c'était souvent une condamnation à mort. Quand on avait besoin d'une opération, mourir semblait parfois être une meilleure option. C'était brutal, barbare, et les chances de survivre à une blessure par balle étaient proches de zéro. Mais souvent, ce n'était pas la balle qui tuait, c'était l'infection. Voyez-vous, pendant que les chirurgiens fouillaient pour trouver la balle, ils répandaient des germes avec leurs mains sales. La seule chance de survie, c'était d'être touché au bras ou à la jambe. Parce que là, le chirurgien pouvait simplement amputer. Cette fois, pourtant, on a eu de la chance. On avait dans la ville un homme rare, le docteur George Goodfellow. Un type en avance sur son temps. Il se lavait les mains, stérilisait ses instruments. Des choses qui paraissent évidentes aujourd'hui, mais qui à l'époque faisaient de lui un original, ou un génie. Grâce à lui, les frères ont survécu. Et pendant qu'ils luttaient pour leur vie, moi j'étais dehors à me demander si tout ça valait encore le coup. Les gens venaient me féliciter, me serrer la main. Mais pas tous. Et certainement pas Ike Clanton. Il était tombé de son piédestal. L'ancien chef des cow-boys était devenu le paria de la ville. Il avait déclenché une fusillade, et il avait perdu. Il avait été totalement humilié. Et il était furieux. Furieux pour 1000 raisons. Sa haine ancienne envers nous, le fait qu'il ait dû fuir le combat, et surtout que son frère ait été tué. Il était dévoré par un désir de vengeance. Ike pensait sûrement que ses jours de chef étaient terminés. Mais peu importe ce que pensaient les autres, il n'allait nulle part. Et c'est là qu'il a fait quelque chose de totalement inattendu. Trois cow-boys furent exposés dans des cercueils ouverts, habillés comme des gentlemen, peignés, nettoyés, presque glorifiés. Et au-dessus d'eux, une pancarte, assassinés dans les rues de Tombstone. De la pure propagande, mais une mise en scène puissante. Ils voulaient retourner l'opinion contre nous. Et vous savez quoi? Ça a marché. Ike voulait faire entendre sa version de l'histoire au plus grand nombre. Alors, il a utilisé la presse. Il n'a pas seulement repris le contrôle du récit, il l'a complètement détourné. C'est difficile à croire, mais en à peine 24 heures, l'opinion publique avait basculé. Les Earp, d'abord perçus comme des héros, devenaient des meurtriers. Et les cowboys,
des victimes innocentes. C'est là que l'histoire a vraiment explosé. Elle a été reprise par les grands journaux des grandes villes et s'est rapidement répandue à travers toute l'Amérique. On n'était plus dans une histoire locale, on était dans un scandale national. Le moment ne pouvait pas être pire. Parce que la fusillade à Loque Coral est survenue juste après un autre crime choquant. Cette fois à Washington, à l'Est. En 1881, l'Amérique avait un nouveau président, James Garfield. Jeune, dynamique et populaire, malheureusement à plusieurs niveaux. Alors qu'il attendait un train, il fut abattu par un assassin. Le pays fut horrifié. Les souvenirs de l'assassinat de Lincoln, survenu seulement 16 ans plus tôt, ressurgirent. Toute la nation était en deuil. Même la Maison-Blanche fut drapée de noir. La mort du président fit les gros titres dans le monde entier. Et puis, soudain, voilà qu'un autre carnage, cette fois dans l'Ouest, venait souiller un peu plus l'image d'une nation déjà meurtrie. Et le monde s'est mis à se demander ce qui diable se passait dans ce pays. Et les nouvelles circulaient vite, très vite. Grâce au câble transatlantique, en un jour, l'histoire avait atteint l'Angleterre. Et là-bas, JP Morgan fronçait les sourcils. Il était en pleine négociation avec les Rothschild pour le plus gros accord financier jamais tenté par un Américain. Il ne pouvait pas se permettre que l'Amérique passe pour un pays de sauvages. Alors Morgan a agi. Il a envoyé un télégramme au nouveau président Chester Arthur, un homme dont l'histoire ne retiendra pas grand-chose, sinon qu'il fut l'un des plus médiocres à ce poste. Mais il a obéi. Il a ordonné au shérif de Tombstone, Johnny Behan, d'enquêter. Mais voilà le problème. Behan était totalement corrompu. Eric avait beaucoup d'influence sur lui. Sauf que Behan ne pouvait pas se retourner contre son propre Marshal et ses adjoints, Virgil, Morgan et moi. Il a tenu une audience, entendu les témoignages, vu les preuves, et il a fini par admettre. Ce qu'on avait fait ce jour-là, c'était la loi. Rien d'autre. Le plan d'Ike pour nous faire passer pour des meurtriers venait de s'écrouler. Il était foutu, et il lui fallait une autre solution. Et c'est là que l'histoire prend un virage inattendu. Mais pour comprendre pourquoi, il faut en savoir plus sur le shérif Behan. Behan vivait avec une magnifique actrice, Joséphine Marcus. Elle était brillante, talentueuse, et bien trop bien pour Behan. Il lui avait promis une vie d'aventure et le mariage. Mais elle attendait, encore et encore, et rien ne venait. Et lui, pendant ce temps, s'offrait des plaisirs dans tous les bordels de Tombstone. Et Joséphine avait, elle aussi, un secret. Elle trompait Behan avec moi, Wyatt Earp. Les rumeurs ont fini par remonter jusque Behan. Et quand il a appris que sa propre compagne couchait avec Wyatt Earp, il n'a pas sorti son arme, non. Il avait quelque chose de bien plus intelligent. Il m'a arrêté pour les meurtres de Billy Clanton, Frank et Tom McClory. Il a fait un beau spectacle. Il m'a fait défiler dans la rue, les menottes bien visibles, pour que la foule me voie, pour que je ressente la honte. Ike Clanton avait eu sa revanche, et désormais, Behan m'accusait, ainsi que mes frères et Doc Holliday, de meurtre à Loque Coral. Si vous deviez nommer un héros du Far West, je serais probablement en tête de votre liste. J'étais un type bien, toujours du bon côté de la loi. N'est-ce pas? Faux. En à peine 3 jours après la fusillade à Loque Coral, j'ai été arrêté pour meurtre. Et je n'étais pas le seul. Virgil et Morgan furent placés en résidence surveillée pendant qu'ils se remettaient de leurs blessures. Et Doc Holliday le fut, lui aussi, inculpé pour meurtre. En seulement 72 heures, nous étions passés du statut de héros à celui d'accusé de meurtre, prêt à être pendu. Mais heureusement pour nous, nous avions des amis haut placés. Laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, tout le monde ne pensait pas que Doc et moi devions être en prison. Tombstone était une ville divisée. D'un côté, il y avait les partisans des cow-boys, ceux qui profitaient de leurs affaires, comme les tenanciers des saloons et les bouchers. De l'autre, ceux qui en avaient ras-le-bol de ces types qui volaient le bétail et vidaient leurs revolvers dans les rues. Quand on nous a enfermés, ceux qui avaient quelque chose à perdre ont senti le vent tourner.
S'ils nous laissaient croupir en tôle, Ike Clanton et sa bande allaient tout brûler. Alors, ils ont mis la main à la poche, trouvé un avocat, quelqu'un qui saurait retourner la situation. Cet homme, c'était Thomas Fitch. Avocat et acteur à ses heures perdues, Fitch avait été journaliste, romancier, impresario de théâtre, dramaturge, avocat, acteur, un vrai touche-à-tout, maître dans aucun domaine. On pourrait croire qu'un homme aux carrières multiples ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Mais Fitch, lui, savait ce qu'il voulait. Être grand, adoré du public. Alors, quand on lui a dit que cette affaire ferait la une de tous les journaux, il a sauté sur l'occasion. La première chose qu'il fit fut de lever des fonds pour payer notre caution. Mais faire abandonner les accusations de meurtre serait une toute autre histoire. Fitch voulait à tout prix éviter un procès, pensant que le jury serait influencé par les cow-boys et que, peu importe les preuves, il nous condamnerait pour meurtre. Son plan était simple. Présenter les faits lors de l'audience préliminaire et prouver que les preuves contre nous étaient si faibles qu'un procès n'était pas nécessaire. Ça avait l'air simple, non? Eh bien, ça ne l'était pas. Tout était en place pour un nouveau duel entre nous et Ike Clanton. Sauf que cette fois, le monde entier regardait. La fusillade à Lockheed Corral avait fait tellement de bruit que des journalistes affluaient de partout pour envoyer leurs articles aux lecteurs de l'Est, friands d'histoires de l'Ouest sauvage qu'ils lisaient dans les romans bon marché ou les journaux. Pour eux, l'Ouest, c'était le mythe, l'aventure, le romantisme, les opportunités. Mais ce qui rendait ce procès spécial, c'est qu'il renversait tout. Cette fois, ce sont les hommes de loi, les bons, qui étaient accusés de meurtre, et les cow-boys, les méchants, qui étaient les victimes. C'était comme si le monde était devenu fou. Normalement, dans une affaire de meurtre, c'est le procureur général qui dirigeait l'accusation. Mais Ike ne lui faisait pas confiance. Il engagea donc le meilleur avocat de Tombstone, Ben Goodrich. Fitch, lui, avait un plan simple. Rassembler des témoins qui avaient aperçu des fragments de ce qui s'était passé ce jour-là pour prouver que nous n'avions pas voulu déclencher la fusillade, que tout cela relevait de la légitime défense et que nous étions innocents. Parmi eux, Wes Fuller, bijoutier, Thomas Keefe, charpentier, Ernest Storm, boucher, Bob Hatch, tenancier de saloon, Martha Kane, femme au foyer. Mais Ike n'était pas un idiot. Il savait que s'il voulait gagner, il fallait que ces langues-là se taisent. Alors, il les a menacés. Et l'argent et la peur ont fait le reste. Madame King, pouvez-vous dire au juge Spicer ce que vous avez vu? J'ai vu le groupe des Earp marcher en direction d'Okai Corral. Et que s'est-il passé ensuite? J'ai entendu Morgan Earp crier « Vous allez bouffer du plomb !» Les témoins se sont mis à raconter autre chose, que les cow-boys allaient rendre leurs armes, qu'on avait tiré les premiers, qu'on avait tué de sang-froid. Et plus ils parlaient, plus les journaux se régalaient. Du jour au lendemain, on était devenus les méchants de l'histoire. L'Amérique lisait nos noms, non plus comme ceux d'hommes de loi, mais comme ceux de tueurs qui faisaient régner leur loi avec un colt sur la tempe. Ce procès est devenu bien plus qu'une simple histoire de fusillade. Et j'en prenais parti. Et Ike, il savait qu'il ne parlait plus seulement au juge, mais à tout le pays. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il réveillait des fantômes plus vieux que nous tous. Voici ce que vous devez comprendre. La guerre de sécession s'était terminée 16 ans plus tôt. Le Nord avait gagné, le Sud avait perdu, et l'on espérait que tout rentrerait dans l'ordre. Mais c'était un faux espoir. Beaucoup de sudistes ne voulaient pas vraiment réintégrer les États-Unis. Dans l'Amérique d'après-guerre, de nombreux sudistes se voyaient comme un peuple assiégé, occupé, détestant le gouvernement fédéral qui, selon eux, dirigeait leur vie. Ces ressentiments furent transportés à l'ouest par ceux qui quittaient le sud. Beaucoup de ceux qui se dirigeaient vers l'ouest étaient d'anciens soldats confédérés qui cherchaient des territoires où ils pouvaient vivre comme ils l'entendaient, comme en Arizona. Cela incluait les cow-boys, menés par le père d'Ike Clanton, qui avait combattu pour le Sud, tandis que nous, les Earp, venions du Nord. Virgil avait même combattu pour l'Union. D'une certaine manière, ce procès était un procès Nord contre Sud.
L'opinion publique se retournait clairement contre moi. Mais une personne avait le pouvoir de faire pencher la balance, le shérif Behan. En tant que plus haut représentant de la loi, son témoignage était crucial. Mais Behan n'avait pas oublié ce que j'avais fait avec sa compagne. Shérif Behan, pouvez-vous dire à la cour pourquoi vous vous trouviez à Hockey Corral peu de temps avant la fusillade? On m'a dit qu'il y avait du grabuge, alors je suis allé voir si Ike Clanton et ses gars avaient quitté la ville. Puis je suis allé voir les Earp. Et que s'est-il passé? Les Earp m'ont repoussé et ils ont dégainé leurs armes. Dégage de mon chemin. Wyatt! Les gars! Wyatt, non! Bill Clanton a demandé grâce. Wyatt Earp l'a tué de sang-froid. Pas d'autres questions, votre honneur. C'était le coup de grâce pour nous. La caution fut révoquée et nous retournâmes en prison. À ce moment-là, tout semblait perdu. Fitch n'avait plus rien, plus d'options. Il avait voulu de la gloire, il se retrouvait avec un procès qui sentait la corde et la potence. Jusqu'à ce que Virgile lui parle d'un homme qui pouvait témoigner contre Ike. Vous vous souvenez de cet homme qui avait entendu Ike jurer à son frère qu'il tuerait mes frères et moi? Son nom était H.F. Seals. Il était étranger en ville, sans lien ni avec les cow-boys ni avec les Earp, ce qui faisait de lui un témoin impartial. De plus, une rumeur disait qu'il souffrait de tuberculose, une condamnation à mort à l'époque, et il n'avait donc aucune raison de craindre les représailles des cowboys. Son témoignage, c'était la première lueur d'espoir qu'on ait eue depuis des semaines. Monsieur Seals, pourquoi avez-vous décidé de témoigner? Ne craignez-vous pas les représailles des cow-boys? Non. Et pour quelle raison? Parce que je suis moi. Pouvez-vous dire à la cour ce que vous avez entendu dire avant que la fusillade ne débute? J'ai vu 5 ou 6 hommes qui attendaient devant le corral. L'un d'entre eux parlait des ennuis qu'il avait avec Wyatt Earp. Pouvez-vous montrer cette personne à la cour? Cette personne a-t-elle dit autre chose? Il a aussi dit « Il faut qu'on tue les Earp et cet enfoiré de Doc Holliday aujourd'hui. » Le juge trouvait Seals convaincant, mais ce n'était qu'un homme, alors qu'Ike avait presque 30 témoins affirmant le contraire, et surtout le shérif Behan, dont le témoignage pesait lourd. C'est alors que Fitch trouva de quoi faire exploser le dossier de l'accusation. Il trouva Winfield Scott Williams, l'assistant du procureur, qui était aux côtés de Behan quand il avait pris la déposition de Virgile après la fusillade. Williams déclara qu'il avait entendu Behan dire à Virgile qu'il avait bien agi. Il avait donc pris Behan en flagrant délit de mensonge, discréditant le témoin le plus crédible de l'accusation. Ce fut un moment décisif du procès. Le juge n'eut alors pas d'autre choix que d'abandonner l'affaire. Et cela aurait pu être la fin de l'histoire. Mais Ike n'en avait pas fini. Il était consumé par la vengeance. Et il n'allait pas s'arrêter tant que moi et mes frères ne serions pas morts. Après la fin des audiences, toute la ville célébrait notre victoire. Et, chose étrange, les cowboys avaient comme disparu. Plus personne ne les voyait. La rumeur courait en ville qu'ils s'étaient dispersés. Mais une autre rumeur disait qu'ils se regroupaient, prêts à se venger. Tombstone était redevenue une ville paisible. Et tout cela grâce à nous. Morgan et Virgile s'étaient remis de leurs blessures, et les gens parlaient déjà de moi comme d'une légende vivante. Même Doc Holliday recevait des éloges. Johnny Behan, lui, voyait ses ambitions politiques en péril. Après le procès, une élection pour le poste de shérif de comté approchait dans un an, et Behan ne pouvait pas se permettre une telle tâche sur sa réputation. Il devait agir. Alors Behan chercha le seul homme capable de l'aider, Ike Clanton. Mais Ike était introuvable. Peu après le procès, Ike avait quitté Tombstone pour retourner à son ranch. Il avait besoin de réfléchir. Plus question de jouer au caïd en plein jour. Il allait reprendre ses vieilles méthodes. Faire peur, frapper dans l'ombre. Et il ne tarda pas.
Le 14 décembre 1881, la diligence du maire Clum fut brutalement attaquée par les cow-boys. Incroyablement, Clum survécut. Non seulement il survécut, mais il raconta son attaque dans son journal, l'Épitaphe. On pensait qu'Ike était en colère en apprenant que Clum avait survécu, lui qui avait organisé cette attaque. Mais non, Ike comprit que cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était que la ville vive à nouveau dans la peur. Et cette peur, c'était ce dont Ike avait besoin pour reprendre le contrôle de Tombstone. Ike décida de rendre ce Noël inoubliable. Au lieu de cartes de vœux, il envoya des menaces de mort. Il envoya des menaces anonymes au juge Spicer, à Tom Fitch et probablement à d'autres, les avertissant qu'il figurait sur sa liste noire. Tombstone devenait dangereuse. Le maire Clum comprit le message. Il fit ses valises et quitta la ville pour la Californie. Quant à nous, partir? Non. Nous étions des hommes de loi. Nous n'allions pas fuir devant une bande de hors-la-loi. C'était une question de principe. Quand Ike apprit que nous ne comptions pas partir, il passa à l'offensive. Dans la nuit du 28 décembre 1881, alors que mon frère Virgile marchait vers sa maison, il fut pris en embuscade dans l'obscurité. Il fut grièvement blessé par des tirs de fusil de chasse. Touché à plusieurs reprises, il était entre la vie et la mort. Son bras gauche était réduit en miettes. D'autres tirs avaient transpercé son dos, touchant ses reins, son foie et sa colonne vertébrale. Il fut pris en charge par George Goodfellow, le même médecin qui l'avait soigné après la fusillade de Lockey Corral 2 mois plus tôt. Incroyablement, Virgile survécut, mais il resta handicapé à vie. Tout le monde savait que les cow-boys étaient derrière l'attaque. Alors j'ai monté une équipe pour les arrêter. Mais Ike et sa bande avaient déjà disparu. C'est à ce moment-là que l'histoire prit un nouveau tournant. Les cow-boys commencèrent à braquer les diligences. Et contrairement au premier braquage qui n'avait pas été approuvé par Ike, cette fois-ci, il était pleinement impliqué. Le 6 janvier, les cowboys attaquèrent une diligence Wells Fargo quittant Tombstone, volant un coffre-fort contenant près de $7 000. Le lendemain, ils braquèrent une autre diligence entrant à Tombstone, dépouillant tous les passagers, y compris le chef des détectives de Wells Fargo. Au total, les cow-boys braquèrent entre 6 et 8 diligences dans le territoire de l'Arizona. Pour Wells Fargo, cela dissuadait les clients d'utiliser leurs services. C'était très mauvais pour les affaires, et donc très mauvais pour J.P. Morgan. Toujours à Londres, Morgan essayait de conclure un contrat pour obtenir des fonds auprès d'investisseurs afin de prendre le contrôle des chemins de fer américains. Mais tout était en suspens, car les investisseurs estimaient que l'Amérique était devenue trop dangereuse. Morgan ne comprenait pas pourquoi le président ne faisait rien. Il savait que sa seule chance de conclure son affaire était de rentrer en Amérique pour régler le chaos. De retour, J.P. Morgan utilisa son arme favorite, son influence. Il avait contribué à l'arrivée au pouvoir du président Chester Arthur, ce qui lui donnait beaucoup de poids. Comme toujours, celui qui signe les chèques décide des politiques, même celles des présidents. Et à cette époque, cet homme, c'était J.P. Morgan. Par conséquent, peu après le retour de Morgan, le président Arthur décida soudainement de prononcer un discours devant le Congrès, demandant l'autorisation d'envoyer l'armée contre les cow-boys. Vous vous demandez peut-être pourquoi un président devait demander une autorisation au Congrès. Eh bien, il en avait besoin, car cela était illégal. Pour maintenir la paix entre le Nord et le Sud, après la guerre de sécession, le gouvernement avait adopté le Posse Comitatus Act, interdisant l'utilisation des troupes fédérales comme force de police à l'intérieur des États-Unis, afin d'éviter que l'armée interfère dans les affaires civiles. Mais tout explosa au visage du président. Le discours fut un désastre. Son parti, les Républicains, n'ayant pas la majorité au Congrès, il n'avait aucune chance que les représentants du Sud soutiennent cette mesure, perçue comme l'envoi d'une armée en Arizona, considérée comme un bastion sudiste. Pire encore, lorsque les journaux eurent vent de ce discours, ils alimentèrent la peur en parlant d'une guerre des cowboys. Le président Arthur pensait bien faire en demandant au Congrès l'autorisation d'envoyer l'armée pour s'occuper des cowboys, mais sa manœuvre se retourna contre lui.
Son discours servit parfaitement les intérêts d'Ike Clanton. Les journaux du Sud commencèrent à voir les cow-boys comme faisant partie de leur cause. Le discours du président divisa profondément la nation. D'un côté, le Nord et les milieux d'affaires voyaient les cowboys comme des criminels à éliminer. De l'autre, beaucoup de sudistes s'identifiaient à eux, les considérant comme des hommes libres, défendant leur liberté sur la frontière. Vous imaginez sans peine le ricanement satisfait d'Ike. Enfin, la presse lui donnait raison. Mais un obstacle de taille persistait. Il était toujours recherché pour la tentative de meurtre de mon frère. Et moi, dans l'ombre, j'avais mis la main sur son repère. Coincé entre son triomphe médiatique et la menace que je représentais, Ike, enhardi par les journaux, mais toujours terrifié à l'idée de me retrouver face à lui, fit alors l'inconcevable. Il choisit la prison. Il se rendit de lui-même. Et pourquoi Ike se rendrait-il? Eh bien, premièrement, cela le protégeait de moi. Mais surtout, il voulait blanchir son nom, plaider son innocence dans l'attaque contre Virgile. Et il le fit. Au tribunal, Ike déclara que, la nuit de la tentative d'assassinat, il se trouvait à Charleston. Et il présenta 7 témoins confirmant son alibi. Et ce fut tout. L'affaire fut classée, Ike fut libéré. Je vous jure, j'ai cru devenir fou. Ike venait d'échapper à la justice pour avoir tenté de tuer mon frère, tandis que moi, un homme de loi honnête, j'étais qualifié de meurtrier dans certains cercles. Et c'était bien là mon problème. Je pensais qu'il suffirait de ramener Ike devant un tribunal pour que justice soit faite. Mais j'avais tort, car ce qui allait arriver dans quelques jours allait me changer pour de bon. Le 18 mars 1882, j'étais avec Morgan dans une salle de billard. On jouait, on essayait d'oublier. Dehors, la pluie tombait sur Tombstone. La ville semblait presque paisible. Morgan riait, se moquait de ma façon de viser. Et puis, bam! D'un coup, la vitre a explosé derrière lui. Une balle. Une seule. Elle est entrée dans son dos, ressortie par son ventre, l'a projetée contre la table de billard. J'ai entendu son souffle, court, rauque, le sang qui coulait sur le sol. Il m'a regardé, juste une seconde, avec cette incompréhension dans les yeux, puis il s'est écroulé. Le docteur Goodfellow arriva en quelques minutes, mais c'était trop tard. Moins d'une heure après, Morgan était mort. C'était mon petit frère, et à cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. La justice, la loi, tout ça, je n'y croyais plus. À partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de procès, plus de juges, plus de témoins. J'allais les trouver, et un par un, j'allais les abattre. Quand la guerre de sécession a éclaté en 1861, j'avais 13 ans. Mon père était rarement là. Virgile était parti se battre, et c'était moi qui devais aller veiller sur ma famille, sur Morgan, mon petit frère. On était inséparables, lui et moi. Je m'entraînais tous les jours avec le fusil, prêt à défendre la maison contre une attaque des Confédérés. C'était une charge lourde pour un gamin. Je l'ai porté, année après année. Et je croyais avoir protégé Morgan. Jusqu'à cette nuit, où 2 hommes ont pris sa vie sous mes yeux. Cette nuit-là, c'était Ike Clanton et Frank Stillwell qui étaient venus nous chercher. Autrefois, Stillwell avait été un homme de loi. Puis il avait franchi la ligne et rejoint la bande d'Ike. C'était ça le Far West. On passait facilement de shérif à hors-la-loi. Vous vous demandez peut-être comment je savais que Stillwell était dans le coup. Eh bien, Frank était tellement sûr de lui qu'il ne tarda pas à se vanter de ce qu'il avait fait. Il serait donc le premier sur ma liste. Mais rester à Tombstone était devenu trop dangereux. J'ai escorté Virgile, Joséphine et le reste de la famille jusqu'à Tucson pour qu'ils prennent le train vers la Californie. Je voulais les mettre à l'abri. Sauf que Ike n'allait pas me laisser filer comme ça. Sur le quai, alors que j'embrassais ma famille, je l'ai vu lui et Stillwell tapis dans l'ombre, armes prêtes.
j'ai compris ce qui se préparait. J'ai lâché mes valises et je me suis lancé à leur poursuite. Je courais. Mon cœur battait dans mes oreilles, mon fusil dans les mains. J'ai rattrapé Stillwell. J'ai levé mon arme, j'ai tiré. Quand la fumée s'est dissipée, Stillwell était mort. C'est à ce moment-là que tout a changé. L'homme de loi que j'étais est devenu justicier. Je n'en avais pas fini. Je devais trouver Ike, le faire payer. Mais il avait réussi à filer. Toujours le même. Il parlait, se montrait, mais comme ça chauffait, il fuyait. Il s'était échappé encore une fois. Forcément, un mandat d'arrêt est tombé. Des gens avaient vu Doc et moi courir à la gare, armes au poing, et plus tard, le corps criblé de balles de Frank Stillwell. Et voilà comment, pour la deuxième fois en 5 mois, je me retrouvais accusé de meurtre. Mais cette fois, je ne comptais pas me rendre. J'ai compris qu'il n'y aurait jamais de justice dans les tribunaux d'Arizona. Si je voulais la justice, il faudrait que je la prenne moi-même. Puis une piste m'a mené à la cachette d'Ike. Quand j'y suis arrivé, il n'y était pas. À sa place, j'ai trouvé Florentino Cruz, un voleur de bétail payé 25 $ pour servir d'éclaireur la nuit où ils ont tué Morgan. 25 foutus dollars pour la vie de mon frère. Je lui ai à peine laissé le temps d'ouvrir la bouche. Après c'est la détente, un de moins sur ma liste. Le lendemain, la presse en parlait déjà. 2 morts en 2 jours. Ils ont appelé ça la vendetta des Earp. Puis les journaux de San Francisco ont parlé de la vendetta de l'Arizona. Et bientôt, tout le pays a suivi cette histoire, qui allait devenir la tournée de vendetta. C'est à ce moment que la presse s'est retournée contre moi. Je n'étais plus vu comme un justicier de la frontière, mais comme un hors-la-loi qui alimentait le chaos dans l'Ouest. Pourtant, au milieu de ce déchaînement médiatique, un article est sorti du lot. Le jour même où j'ai descendu Cruz, les dirigeants de Wells Fargo ont accordé une interview à un journal de San Francisco affirmant que la presse était complètement trompée, que nous étions les héros et que les cowboys étaient les criminels. Mais pourquoi Wells Fargo a-t-elle pris ma défense? Eh bien, la raison était simple. L'argent. N'oubliez pas que les cow-boys pillaient leur diligence. En voyant les rumeurs noircir ma réputation, Wells Fargo a décidé de rétablir la vérité. Non seulement ils ont dénoncé Ike Clanton comme le chef d'un gang de hors-la-loi, mais ils ont aussi accusé le shérif Behan d'en faire partie. Et cet article a jeté encore plus d'huile sur le feu. Car en déclarant cela dans un journal de San Francisco, Wells Fargo a conforté tous ceux qui croyaient encore en la cause sudiste. Pour eux, ces grandes banques et ces intérêts corporatistes venaient piétiner leur mode de vie, leur liberté. Et désormais, ils le faisaient au grand jour en soutenant un tueur de sang-froid. Non seulement cela, mais ils m'envoyaient même de l'argent. 1000 $ par-ci, 1000 $ par-là, pour entretenir ma vendetta. Oui, vous avez bien entendu. Ils me donnaient de l'argent. Et j'ai dû accepter, car j'étais en fuite, et j'en avais besoin pour payer des informations et des armes. Cela a fait que tout le pays suivait l'affaire, suspendu à chaque rebondissement. Et par-dessus tout, ce climat ravivait les vieilles fractures entre le Nord qui me soutenait et le Sud qui soutenait les cow-boys. On voyait se dessiner les lignes d'un nouveau conflit entre 2 Amériques. Pour J.P. Morgan, tout cela était un cauchemar. Il comprenait que ma vendetta divisait l'Amérique, et il avait déjà entendu ce genre de rhétorique avant la guerre de sécession, et il devinait trop bien comment cela risquait de finir. Et pendant que le président cherchait quoi faire, ma guerre avec les cow-boys était sur le point de s'intensifier. Personne ne savait comment cela allait finir. Mais une chose était certaine, ni Ike ni moi ne nous arrêterions. Pas avant que l'un de nous soit mort. Au printemps 1882, Ike Clanton avait réussi à recruter encore plus de cow-boys pour poursuivre sa guerre contre moi. Comment avait-il fait? Simple, en attisant la colère des gens. Il avait présenté le conflit comme une lutte entre confédérés et Yankees. Même si le Sud avait perdu la guerre de sécession,
Cela ne signifiait pas que les anciens soldats confédérés s'étaient effacés sans bruit. Ils étaient amers, rancuniers, méprisaient l'oncle Sam, détestaient le parti républicain du Nord. Pour eux, le Sud aurait toujours dû rester une nation indépendante. Et des territoires, comme l'Arizona, regorgeaient de sympathisants de la cause sudiste. Pendant qu'Ike bâtissait son armée de cow-boys, moi, je constituais la mienne. Dans un ranch appartenant à un de nos artisans, j'ai collecté de l'argent, acheté des provisions, recruté des hommes, trouvé de nouveaux chevaux. Wells Fargo m'a soutenu, parce qu'ils avaient leurs propres raisons. Les cow-boys pillaient leurs diligences, menaçaient leurs lignes. C'était un enjeu financier énorme. Du côté d'Ike, il a attisé les braises du passé, convaincu qu'à partir de ces flammes, le Sud renaîtrait. Avec son armée de cow-boys, Ike rêvait de prendre contrôle de Tombstone pour que la ville soit leur forteresse. Il fallait être soit avec eux, soit contre eux. Et avec cela, le taux de criminalité, notamment les homicides, atteignait des sommets. À cette époque, vivre sur le territoire de l'Arizona revenait à risquer sa vie, comme un soldat d'infanterie pendant la guerre de sécession. Mais Ike ne s'est pas arrêté là. Il voyait plus grand. Il attaqua les compagnies minières et assassina leurs employés. Le 26 mars 1882, un jeune ingénieur de la mine, Martin Peel, fut froidement abattu lors d'un raid des cow-boys contre les bureaux d'une mine de l'autre côté de la rivière, près de Charleston, non loin de Tombstone. Mais ce qui était étrange, c'est que rien n'avait été volé. À première vue, les cow-boys avaient exécuté un innocent pour envoyer un message au nord. Car Ike n'avait pas visé n'importe quelle mine. La Tombstone Milling and Mining Company représentait un symbole fort. C'est là qu'on avait découvert le premier filon d'argent, déclenchant la ruée vers l'argent et attirant des milliers de nordistes venus faire fortune. Désormais, il leur adressait un avertissement. L'Arizona appartenait au Sud, et tous les autres devaient déguerpir. L'assassinat de Martin Peel fit la une de tous les journaux. Si les cow-boys s'attaquaient aux mines d'argent, ils pouvaient bloquer le flux d'argent et faire s'effondrer l'économie américaine. J.P. Morgan comprit qu'il fallait agir, que le président devait faire quelque chose, coûte que coûte. Il fallait stopper les cow-boys. Et le président Arthur reçut le message, haut et clair. Il devait trouver un autre moyen de mettre fin à la guerre des cow-boys. Pour lui, un seul homme savait comment terminer une guerre. William Tecumseh Sherman, l'un des généraux de l'Union les plus redoutés de la guerre de sécession. Sherman arriva, interrogea, observa. Son rapport à Washington fut sans appel. La situation à Tombstone était critique. Les affaires étaient paralysées. Plus rien n'entrait ni ne sortait. Les mines d'argent étaient à l'arrêt. Son rapport confirma les pires craintes d'Arthur. Les cowboys gagnaient en puissance chaque jour et terrorisaient la population. Et en parallèle, moi, Wyatt Earp, censé représenter la loi, poursuivait sa propre vendetta sanglante, sans montrer le moindre signe de répit. L'État fédéral devait intervenir. De leur côté, Wells Fargo avait fait leurs calculs, froid et implacable. Ils ont coupé les vivres. Leur verdict fut sans appel. J'étais devenu trop dangereux pour eux. Pourtant, c'était un drôle de retournement. J'avais beau éliminer les cowboys, exactement le travail qu'ils payaient, chaque balle tirée attirait sur eux une lumière trop crue, un scandale trop bruyant. Pour une compagnie qui vivait de la confiance du public, être lié à un assassin, même efficace, c'était un risque mortel. À Washington, le président Arthur pesait les conseils de Sherman. La solution était claire. Pour établir l'ordre en Arizona, il fallait envoyer les troupes fédérales. Mais Arthur savait qu'il ne pouvait pas mobiliser l'armée. Il avait déjà tenté, et le Congrès sudiste l'en avait empêché. Alors Arthur trouva un contournement. Former une armée locale, les Rangers, sans affiliation politique, ni nord ni sud. Leur seule mission, débarrasser l'Arizona des hors-la-loi. Le 3 mai 1882, Arthur publia une proclamation. Un texte long, juridique, mais au fond très clair. Les cowboys avaient jusqu'au 15 mai pour quitter l'Arizona ou mourir.
Une fois que le gouvernement fédéral braqua ses projecteurs sur les cowboys, Ike comprit que son temps était compté. Alors il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il prit la fuite. Moi, j'ai poursuivi ma vendetta. Et je voyais bien que je perdais du soutien chaque jour. Les hommes d'affaires voulaient tourner la page. Je devenais un problème de plus. Alors on m'a proposé un accord. Disparaître, laisser tomber, et on arrangerait une grâce présidentielle. J'ai eu un choix à faire. Continuer à traquer Ike ou mettre fin à cette vendetta. J'ai pensé à Morgan, à la promesse que je lui avais faite. J'ai compris que je pouvais tuer Ike, le retrouver au bout du monde s'il le fallait, mais que ça ne me ramènerait pas mon frère. Alors, avec Doc, on a quitté l'Arizona pour le Colorado. J'avais pris ma décision. La campagne de vengeance était terminée. On n'avait plus le choix. Rester, c'était tuer ou être tué. Et tous voulaient que ça cesse. Alors j'ai disparu, en échange de cette grâce promise. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi je ne suis jamais allé jusqu'au bout? Pourquoi je ne l'ai pas retrouvé, ce Ike qui avait déclenché tout ça? Peut-être la peur, peut-être la rédemption. Ça, je ne le saurais jamais vraiment. Avec moi et Ike Clanton partis, la paix revint à Tombstone. La guerre des cowboys était terminée. Ce qui aurait dû être une bonne nouvelle pour JP Morgan et ses investisseurs. Mais ce ne fut pas le cas. La menace de la loi martiale en Arizona avait peut-être éliminé les cowboys, mais elle avait ravivé les vieilles rancœurs au sud. Quand un président impopulaire menace de réprimer une insurrection sudiste par la force, cela fait ressurgir de vieux démons. 5 mois après la proclamation, lors des élections de mi-mandat, le parti républicain d'Arthur subit une défaite écrasante face aux démocrates, le parti du Sud. Arthur, déjà détesté, se retrouva soudainement président sans pouvoir, impuissant devant le fossé grandissant entre le Nord et le Sud. Certains recommençaient même à parler de 2 Amériques. Dans ce climat d'instabilité, JP Morgan en a eu assez. Il a compris qu'il devait changer de stratégie. Alors, il retira discrètement son soutien à Chester Arthur et décida de parier sur un nouvel homme, Grover Cleveland, le gouverneur de New York qui portait désormais les couleurs démocrates. Ce fut tout le génie de Morgan. Présenter un nordiste comme le candidat du Sud, donnant l'illusion d'une réconciliation tout en consolidant ses intérêts. Avec le soutien financier et l'influence de Morgan, Cleveland remporta l'élection. C'était parfait pour Morgan. Aux yeux de ses investisseurs étrangers, une Amérique réunie redevenait un endroit sûr pour placer son argent. Il put enfin réaliser son grand rêve de racheter les chemins de fer américains. Une fois consolidés, les chemins de fer devinrent les moteurs de l'industrie. Les trains apportèrent plus de gens, de ressources et d'argent dans l'Ouest. Le vaste Far West se transforma, se modernisa, et c'en était fini du Far West sauvage. Tout avait changé. Les vieux hommes de loi, les bandits légendaires, les cowboys, ce monde-là n'existait plus. Et c'est dans ce nouveau monde que j'ai revu Doc, pour la dernière fois. J'avais appris que sa tuberculose revenait en force, et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. La vie de Doc avait été extraordinaire. Il aurait dû rester dentiste en Géorgie et mourir dans l'oubli. Au lieu de ça, il avait pris un autre chemin, et devint l'un des personnages les plus célèbres de l'Ouest américain. Peu après nos retrouvailles, Doc mourut. Il avait seulement 36 ans. Quant à Ike, certains disent qu'il est revenu à Tombstone, qu'il a mis le feu à la ville pour envoyer un dernier message. Si Tombstone ne m'appartient pas, personne ne l'aura. Et tout a brûlé. Ironie du sort, le seul vestige qui survécut fut l'enseigne de l'Hockey Corral. Ce qu'on sait, c'est qu'un détective a fini par le retrouver. Et Ike n'a pas fui cette fois. Il est mort, abattu, la même année que Doc. Quant à moi, j'ai épousé Joséphine. On a passé le reste de notre vie ensemble. J'ai tenté de nombreux métiers, joueur, chercheur d'or. J'ai toujours été hanté par ma réputation. L'accusation d'être un meurtrier m'a poursuivi toute ma vie. Et quand j'ai atteint la 60aine, j'ai tenté une dernière fois de laver mon nom
dans une petite ville de Californie. J'ai terminé mes jours à Hollywood, à travailler comme consultant sur les premiers westerns. Une chance de raconter ma version de l'histoire. La mort m'a emporté avant que je ne puisse vraiment le faire. Je me suis éteint à 80 ans. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en suivant ce documentaire. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Je ne le fais jamais, mais sachez que vous pouvez également me soutenir en appuyant sur le bouton rejoindre de la chaîne. En devenant membre, vous m'aidez à proposer toujours un contenu à la hauteur de vos attentes. Merci encore pour votre fidélité, vos messages et votre énergie. À très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous.